Inauguration ce lundi 9 juin du village du Congrès, un complexe moderne édifié sur 6305 mètres carrés en plein centre-ville de Kolwezi. C'est le chef de l'État Félix Tshisekedi qui l'a fait. Enfin, quel bilan dressé du gouvernement souminois 12 mois après son installation? Focus sur le ministère du Commerce extérieur. Et réel plaisir pour nous de vous retrouver dans cette grande édition du journal, messieurs et dames. Bonsoir et bienvenue. On va commencer avec cette actualité. Inauguration ce lundi 9 juin 2025 du village du Congrès, un complexe moderne édifié sur 6305 mètres carrés en plein centre-ville de Kolwezi, chef-lieu de la province de Lualaba. C'est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a procédé à l'inauguration de cette grande bâtisse à la satisfaction du gouverneur Fifi Masuka Saini, qui a accompli cette réalisation et qui s'inscrit dans le cadre du 6e axe prioritaire du second mandat de Félix Tshisekedi Tshilombo. Il faut dire que le chef de l'État est dans la province de Lualaba pour présider la 12e session de la conférence des gouverneurs. Suivez les propos de Fifi Masuka. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. La distinguée Première Dame, avec l'expression de ma profonde considération. Dignement et fièrement, je rends mes hommages les plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État, visionnaire de la reconstruction nationale, en dépit de l'agression dont notre pays est victime. Excellence, Monsieur le Président de la République, lors de vos deux premières visites au Lualaba, vous m'avez avec bienveillance prodigué de nombreux conseils pour orienter mon action politique. Aujourd'hui, pour cette troisième visite, le Lualaba a l'honneur de vous accueillir pour l'inauguration concrète de votre vision politique matérialisée par des ouvrages construits sur fonds propres. Excellence, Monsieur le Président. Et puis la conférence des gouverneurs prévue au Lualaba connaîtra la participation du président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Sama Lukonde. Il a annoncé lors de son arrivée à la capitale mondiale du cobalt. C'était le dimanche 8 juin 2025. On en parle avec Patrick Isso. Il est arrivé à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, le dimanche 8 juin. Jean-Michel Sama, président de la Chambre haute du Parlement, y est allé pour prendre part à la conférence des gouverneurs des provinces qui s'ouvre ce mardi 10 juin. Nous sommes là à l'occasion de la conférence des gouverneurs qui va se tenir ici à partir de ce 10 juin. Et comme vous le savez, c'est un moment privilégié où nous avons tous les gouverneurs de toutes nos provinces de la République démocratique du Congo et surtout la participation de son Excellence Monsieur le Président de la République qui est à l'écoute justement des préoccupations des gouverneurs et des provinces et donc de leur population. Nous, Sénat, nous sommes l'émanation des provinces et en tant que tel, nous sommes là pour suivre justement ces questions des provinces. Nous sommes là une forte délégation, notamment moi, le président du Sénat, mais également le premier vice-président du Sénat, le questeur adjoint du Sénat, et une forte délégation des sénateurs qui sont venus pour suivre ces questions qui vont être discutées. À Kolwezi, il sera aussi question pour le président du Sénat de palper du doigt les avancées en termes de développement réalisées sur place. Ça sera aussi l'occasion de voir les avancées très significatives que nous connaissons à cette province qui est la province du Lualaba. Et peut-être l'occasion de faire un appel à la population du Lualaba. Comme vous le savez, Son Excellence Monsieur le Président de la République sera ici, il sera là dès la journée de demain, d'où l'accueil
mérité qu'il doit recevoir de toutes les lois labèzes qui ont déjà eu l'occasion de l'accueillir ici plusieurs fois, mais de l'accueillir une fois de plus chaleureusement, surtout en ces moments particuliers que connaît la République démocratique du Congo. Tous les 26 gouverneurs des provinces donnent donc rendez-vous à Kolwezi, capitale mondiale du cobalt. Et dans un autre chapitre, le chef de l'État a pris part le samedi 7 juin 2025 à la 26e session ordinaire de la conférence de chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC en Guinée équatoriale. Consolider les acquis de la réforme de la Commission des États d'Afrique centrale pour accélérer l'intégration régionale et les constructions d'une communauté de destin d'Afrique centrale était le thème choisi pour ces assises. On en parle avec Affermi Vita. Au menu de ces assises, plusieurs points importants, entre autres la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Au sortir de la 26e conférence de chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC, Maître Didier Mazenga, ministre congolais de l'intégration régionale, a fait le point. Et des travaux ont commencé depuis les 30 avec le ministère sectoriel, des experts, et ça a été sanctionné par les conseils de ministres de la CAC. À ce qui concerne la passation ou bien la présence en exercice dont le Rwanda devrait exercer, nous, la République démocratique du Congo, nous sommes opposés. Nous avions présenté la situation politique et nous avions rappelé que le Rwanda, c'est le pays agresseur. À ces qualités-là, il est un pays belligérant. Il ne pourrait pas prendre la présidence en exercice. Suivi par le chef d'État et de gouvernement, il a été décidé que la Guinée équatoriale garde la présence en exercice, que le Rwanda règle d'abord ses différends avec la République démocratique du Congo. Signalons que les sommets a préconisé que la Guinée équatoriale conserve encore la tête de l'organisation au détriment du Rwanda jusqu'à la résolution de son différend avec la RDC. On va rester à la CEEAC. Après le retrait du Rwanda de la communauté des États d'Afrique centrale, la République démocratique du Congo a manifesté son indignation qualifiant cette démarche d'un comportement qui sape la stabilité régionale ainsi que le respect intégral de traités ainsi que des principes du multilatéralisme. Suivez ce communiqué. La République démocratique du Congo a exprimé sa préoccupation et une tendance qu'elle juge inquiétante, celle de se retirer d'un traité ou bloquer un processus dès qu'une exigence de redevabilité est évoquée, selon les communiqués du ministère des Affaires étrangères. Kinshasa estime que cette posture, tolérée trop longtemps, a conduit à des accords sans redevabilité, donc sans durabilité. Le gouvernement congolais réagit dans un contexte marqué par le retrait annoncé du Rwanda de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. La RDC rappelle que le différend avec Kigali est alimenté par les actes d'agression dénoncés, notamment par la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui exige le retrait immédiat des forces armées rwandaises. Ces actes, soulignent les communiqués, violent l'article 34 du traité révisé de la CEEAC qui interdit tout recours à la force entre États membres. Un instrument juridique s'applique dans son intégralité où il perd toute portée, indique Kinshasa qui affirme rester engagé dans les processus de paix en cours sous l'égide de l'Union africaine, du Qatar et des États-Unis. Le ministère des Affaires étrangères insiste, participer à un processus de paix ne saurait signifier effacement du passé ni immunité pour des crimes graves. Il appelle les institutions régionales et internationales à réaffirmer par des actes concrets leur attachement à la légalité, à la responsabilité et à l'intégrité territoriale des États. On va parler sécurité. Le Rwanda a secrètement engagé des milliers de soldats dans la partie est de la République démocratique du Congo en vue de soutenir militairement les groupes rebelles du M23, c'est ce qu'elle révèle. Une enquête publiée par une chaîne américaine NBC News. Ce reportage diffusé s'appuie notamment sur des documents confidentiels, des images satellites, des vidéos, des surveillances ainsi que des témoignages des contractants militaires étrangers engagés auprès des forces congolaises.
Selon la chaîne américaine NBC, ce document montre que le Rwanda a non seulement soutenu logistiquement les M23, mais a aussi déployé plus de 5000 soldats sur les sols congolais. Les images analysées par cette chaîne révèlent la présence des bases rwandaises à l'intérieur de la République démocratique du Congo, utilisées pour armer, entraîner et commander les troupes du M23. NBC indique que du matériel militaire lourd, dont les mortiers guidés, des mitrailleuses, des lance-missiles et des systèmes de défense anti-aérienne, a été introduit dans l'est de la RDC par les forces de défense rwandaises RDF. Pour éviter toute identification, les soldats rwandais et les rebelles du M23 ont été dotés d'uniformes et d'équipements similaires. Les armes ont été rapatriées chaque nuit au Rwanda, selon les reportages. La chaîne affirme également que les soldats rwandais morts au combat étaient discrètement retirés du champ des batailles ou dépouillés de tout insigne pour ne pas compromettre la discrétion de l'opération. Une analyse d'images satellites d'un cimetière militaire au Rwanda fait état de plus de 900 nouvelles tombes entre 2021 et 2024, avec un pic de sépultures enregistré en fin 2023 et début 2024, période marquée par des frappes des drones congolais. Dans un rapport interne daté de 2022, obtenu par la NBC, les RDF reconnaissent que 2 de leurs soldats avaient été capturés sur les territoires congolais pendant une attaque conjointe avec le M23. Ce combat a provoqué des milliers de morts et des déplacements de millions de civils. NBC rapporte également que certaines familles rwandaises ont bravé les consignes du silence en publiant les avis des décès de leurs proches morts en République démocratique du Congo. Malgré toutes ces accusations, le Rwanda participe actuellement aux pourparlers de paix facilités par les USA sans avoir officiellement reconnu sa participation au conflit, indique la chaîne américaine. On va rester dans la partie est de la RDC où plus de 600 000 enfants sont privés d'école dans les provinces du Nord et Sud Kivu suite à la persistance des conflits armés. L'alerte est du Bureau de la coordination des affaires humanitaires. OCHA, cet organisme international, révèle que plus de 1342 écoles sont toujours fermées depuis la rentrée scolaire. Une situation qui entraîne un impact négatif sur la scolarité des enfants dans ce coin de la République. Suivez. C'est au total 600 363 enfants, dont 272 541 filles, qui ne sont pas retournées à l'école selon les données publiées par OCHA. Dans la province du Nord Kivu, 786 écoles restent fermées, affectant 328 756 enfants, dont 146 962 filles. Au Sud Kivu, 556 écoles sont également à l'arrêt, ce qui impacte sur la scolarité de 271 607 enfants, dont 125 579 filles. C'est au début de cette année 2025 que la situation sécuritaire s'est gravement détériorée avec des affrontements entre les FARDC et les rebelles de la FC-M23 dans les territoires de Minova, Sake, Masisi et Nyiragongo. Les combats ont provoqué le déplacement de plus de 700 000 personnes, dont 41% d'enfants à l'âge scolaire. Le 23 janvier 2025, l'autorité éducative du Nord Kivu 1 a ordonné la cessation des activités éducatives dans les écoles et les espaces temporaires d'apprentissage des sites de déplacés autour de Nyiragongo et Goma. Dans le Sud Kivu, l'entrée des rebelles à Bukavu le 16 février 2025 a marqué une nouvelle escalade. Les autorités éducatives ont lancé un appel à la reprise des cours le 24 février 2025, appel rejeté par certaines écoles qui continuent à se sentir en insécurité. Et parlons des finances à présent. La loi des finances et rectificative exercice 2025 en examen au Sénat a été renvoyée à la commission ECOFIN. Cela après la décision prise après la motion incidentielle du sénateur Pancrave Bongo Onkoy. C'était le week-end dernier. Suivez. Au Sénat, la séance plénière du week-end a été consacrée à l'examen de la loi des finances rectificative pour l'exercice 2025. Pour en faire l'économie générale, le gouvernement a dépêché sur place son ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji Sangara. Une motion incidentielle sera de ce fait présentée par le sénateur Pancras Bongonkoyi qui fera que le bureau de cette chambre parlementaire envoie cette loi à la commission économique et financière pour un traitement approfondi, ce qui donnera la
possibilité au président de la Chambre haute du Parlement d'informer les sénateurs que selon le règlement intérieur du Sénat, il leur sera présenté le budget de l'institution. Je voudrais aussi annoncer à la plénière que, conformément à notre règlement intérieur, le bureau est tenu de présenter le budget de l'institution Sénat au moment de la session de mars. Ces travaux sont en cours, sont achevés, ainsi que le rapport financier qui est aussi présenté à chaque session aux honorables sénateurs que vous êtes. Et donc, cela aussi est train d'être finalisé, de manière à ce que nous puissions avoir cette séance-là en mi de la semaine prochaine. Le jour où sera précisé, mais c'était déjà des éléments que je devais porter à la connaissance des honorables sénateurs. Il faut rappeler que la loi des finances rectificative a été élaborée dans le contexte d'une situation sécuritaire et économique marquée par la guerre d'agression que subit la RDC de la part du Rwanda et ses supplétifs de l'AFC M23 dans l'est du pays. Venons-en à la justice. Le procureur général près la Cour de cassation a sollicité ce lundi 9 juin 2025 à l'Assemblée nationale la levée des immunités du ministre d'État à la Justice, Maître Constant Mutamba, afin d'engager des poursuites judiciaires en son encontre pour des soupçons de détournement des deniers publics. Firmin Vaughan avait obtenu l'autorisation de l'instruction à l'Assemblée nationale et l'avait auditionné à 2 reprises. Suivez. Le ministre Mutamba a reconnu ne s'être pas préoccupé de vérifier l'existence effective de la société Zion, ni de chercher à vérifier ou à faire vérifier les ouvrages qu'elle a déjà réalisés, ainsi que l'existence à son sein d'un personnel qualifié. De ce qui précède, il y a lieu de conclure que la société Zion Construction SARL n'est donc qu'une société de façade constituée dans le but de détourner les fonds publics destinés à la réparation des dommages causés par les activités illicites de l'Ouganda en RDC. Il y a lieu de préciser qu'à ce jour, les personnes présentées comme associées dans les statuts produits sont restées introuvables aux adresses indiquées dans les statuts et font l'objet d'avis de recherche. D'ici devant recevoir l'ouvrage, des investigations menées à Kisangani révèlent qu'un site n'a été identifié comme devant recevoir la construction d'une maison carcérale. Il est incontestable que c'est sur l'ordre de paiement numéro 856, bar CAB, bar ME, bar MIN, bar GES, bar CFE, bar 2025, du 16 avril 2025, du ministre de la Justice que la somme de 19 900 000 $ a été débité du compte du ministère de la Justice, Frivao, vers les comptes numéro 0500 0501 0102 48 45 401-28 US dollars, ouvert en les livres de la Robank, autre que celui désigné dans les contrats du 14 avril 2025, et c'est sans avenant. Par ces motifs, il plaise à l'Assemblée nationale d'autoriser les poursuites à charge des sieurs Constant Mutamba Tungunga. Et on va quitter la justice pour parler société à présent. Le gouvernement provincial de Kinshasa a procédé le week-end dernier à une grande opération de démolition des constructions anarchiques à la baie de Ngaliema. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la campagne dénommée Retour à la norme. Une campagne pilotée personnellement par le ministre provincial de l'Environnement qui supervise les travaux sur le terrain. Regardez. D'après le ministre provincial de l'Environnement, le plan de démolition lui a été remis par l'urbanisme national et c'est ce plan qui sera exécuté. L'objectif est de remettre la baie de Ngaliema en son état naturel. On a un plan de démolition qui nous a été fourni par l'urbanisme national. C'est eux qui ont donné les autorisations de bâtir ici et c'est eux qui ont délimité aussi là où on doit démolir.
Vous savez, Bédengalema, c'est pas la première fois qu'on démolit ici. Ça a été dit. D'ailleurs, l'acte sur lequel on s'appuie, l'acte juridique ou de loi sur lequel on s'appuie pour démolir ici, c'est un acte déjà qui a été posé par notre prédécesseur Ngobé. Il n'y a pas eu un autre arrêté de démolition, c'est toujours le même arrêté. Mais ça, quand même, cette opération a été demandée au niveau national. C'est le Conseil des ministres au niveau national qui ont demandé qu'on puisse démolir ça. C'est de remettre la baie d'Ngalema dans son état naturel. Un appel est en outre lancé à la population quinoise au changement de mentalité en matière urbanistique. Je voulais profiter de cette occasion pour demander à nos frères congolais, et quinois en particulier, quinoises, de changer un peu de mentalité. Moi, je ne sais pas s'il y a un plan urbanistique ici. Les gens sont venus, c'est en termes de COP qu'on a vu tous ces bâtiments être construits ici. Voilà, il faut que tout change, que tout soit un peu sérieux. Il n'y a pas eu de plan urbanistique ici. Ça, j'ai dit ça et je confirme, il n'y a pas de plan urbanistique. Les gens sont venus en aventure. Les gens, je ne sais pas où ils trouvent l'argent. On avait déjà démoli ici, ils sont revenus encore à la charge, ils ont construit. Mais cette fois-ci, je pense que les gens partiront pour toujours. Parce qu'avec le pouvoir actuel, je ne pense pas qu'ils vont revenir. L'exécutif provincial de Kinshasa se dit déterminé à aller jusqu'au bout avec cette opération de démolition des constructions anarchiques, question d'en finir avec le désordre dans l'urbanisation à Kinshasa. Prenons la page sportive. Les Léopards de la RDC se sont imposés sur le score de 3-1 face à Madagascar au stade de la Source à Orléans en France. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de leurs matchs amicaux de préparation. On en parle avec Affermi Vita. Les Fauves congolais ont bouclé le dimanche 8 juin leur stage sur une note positive après avoir brillamment battu le Baréa de Madagascar au stade de la Source à Orléans. Il s'agissait du deuxième match de préparation des Congolais en vue de 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 ainsi que de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui se tiendra au Maroc. On est content, on finit bien ce stage. Maintenant, on va se concentrer sur les prochains matchs qui sont très importants pour la suite. Et voilà, on est bien, le Congo va bien. On espère, on dira merci aussi aux supporters, ils ont été présents, ils nous ont supportés sur les 2 matchs. Donc voilà, que du bonheur. On restait sur une bonne dynamique, donc on continue encore et on est prêt pour le match au Martyr et en dehors. Après les rencontres avec le Mali et le Madagascar, les Léopards de la RDC seront face aux Lions de la Teranga du Sénégal en septembre prochain. Signalons que dans les éliminatoires du Mondial 2026, la RDC occupe actuellement la première place du groupe B avec 13 points. Et en dehors de nos frontières en Ouganda, l'augmentation des frais de scolarité dans les écoles catholiques tourmente de plus en plus les parents. On en parle avec Kida Maloba. Les écoles gérées par l'Église catholique ne sont généralement pas enregistrées en tant qu'entité à but lucratif. Mais leurs responsables affirment qu'elles ne seraient pas compétitives si elles étaient simplement gérées comme des organisations caritatives. Ils affirment qu'ils doivent faire face au même coût d'entretien que les autres établissements du secteur. Une école comme celle-ci a plusieurs centres de coûts. Regardez la masse salariale pour les enseignants, pour nourrir les étudiants, pour entretenir ces infrastructures. C'est énorme. Je pense donc que cela explique cette augmentation. Et bien sûr, comme vous le dites, l'augmentation du coût de la vie et la hausse des prix. Le taux d'inflation a un grand impact sur le coût de l'éducation, parce que l'éducation est un service. Le lycée des Martyrs d'Ouganda est l'un des établissements privés les plus chers de la capitale Kampala. Dirigé par des catholiques, l'école applique une politique de solde zéro. Les élèves doivent avoir payé la totalité de leurs frais scolaires avant la rentrée de classe. C'est une école communautaire qui a été créée par les prêtres de la paroisse catholique des Martyrs de Ouganda à Namugongo en 1967. On nous dit, d'après les archives, qu'elle a démarré avec 24 élèves et 2 enseignants. Vous pouvez imaginer, je pense que c'était initialement une école locale pour servir les intérêts des paroissiens,
autour de Mbongo, lorsqu'on lui dit que l'école la plus proche à l'époque était le Kiambogo Collège, qui est un peu plus loin. Ceux qui n'avaient pas les moyens d'y emmener leurs enfants, et je crois que les frais de scolarité étaient beaucoup moins élevés à l'époque, venaient donc ici. La Banque mondiale a rapporté en 2023 que 54% des adultes d'Afrique subsaharienne placent la question du paiement de frais de scolarité plus haut que les factures médicales et autres dépenses. Et pour boucler ce journal, le gouvernement souminois totalise une année depuis son installation. 12 mois plus tard, quel bilan dressé dans différents secteurs de l'exécutif? Focus sur le ministère du Commerce extérieur. Suivez ici l'intervention du ministre Julien Paluku Kaungia. L'exploitation artisanale se fasse de manière raisonnable. Que tout ce qui est des informations, c'est véritablement du poison. Conquérir les marchés pour promouvoir les exportations. Assemblée nationale est utile de voter. Loi fondamentale et culture. Je dirais plutôt la maîtrise des effectifs. Gouvernement souminois, l'an 1, le bilan. À suivre sur votre chaîne. Ce que je retiens à avoir contribué lorsque je suis arrivé ici il y a 12 mois, c'est d'abord d'aider les pays à limiter la facture des importations. Voilà pourquoi j'ai pris des mesures lorsque la Première ministre nous a envoyé les lettres d'émission qui nous demandaient de pouvoir encadrer l'industrie locale. Et donc, nous avons pris des mesures pour limiter les importations dont certains producteurs se trouvaient au Congo. Oui, nous avons pris beaucoup de mesures pour protéger l'industrie locale. Je prends par exemple la production des câbles électriques. Et même la SNEL importait les câbles électriques de l'extérieur. Mais nous avons interdit l'importation des câbles pour permettre à ce qu'on utilise les câbles produits ici par l'entreprise Proton, qui est une entreprise congolaise. Nous avons également interdit l'importation des carreaux pour permettre à ce que la population congolaise consomme les carreaux qui sont produits ici en RDC. Et d'ailleurs, par rapport à ça, aujourd'hui, vous pouvez faire un micro-baladeur partout, vous allez trouver que les prix des carreaux en tout cas, ont sensiblement baissé ici à Kinshasa par rapport aux carreaux qu'on importait de l'extérieur. Et donc, les mesures de restriction des importations ont des effets sur l'économie congolaise, ont des effets sur les prix et ont des effets sur la stabilisation même de la monnaie. C'est dans la lettre d'émission de son Excellence Madame la Première ministre qui nous demandait effectivement de conquérir les marchés parce qu'il ne suffisait pas tout simplement de limiter les importations, mais il fallait aussi conquérir les marchés pour promouvoir les exportations. C'est ainsi que la RDC a réintégré l'AGOA qui est cette loi américaine qui permet aux pays de l'Afrique subsaharienne d'exporter vers les États-Unis. Nous avons été aux États-Unis, nous avons même sollicité et obtenu que les prochains forums AGOA s'organisent en République démocratique du Congo pour montrer comment le pays devient désormais un pays très attractif. Il y a le deuxième marché, c'est le marché chinois. Nous avons signé un accord cadre de coopération entre la RDC et la République populaire de Chine avec notre homologue chinois. C'était en marge du forum RDC-Chine qui a été organisé en septembre 2024. Et donc là aussi, nous avons obtenu de la Chine que des produits particulièrement agricoles puissent être exportés vers la Chine sans paiement des frais de douane. Il y a les Indiens, vous savez aujourd'hui que l'Inde a dépassé la Chine en termes de population. Ils sont presque à 1,5 milliard. Et donc c'est un marché également que nous avons conquis, y compris maintenant les marchés africains, à travers la ZLECAf. Et là, au niveau du ministère du Commerce extérieur, nous avons développé effectivement des projets, notamment la mise en place du guichet unique intégral du commerce extérieur. Ce guichet unique est un outil qui permet à tous ceux qui exportent, comme tous ceux qui importent, désormais de ne passer que par ce guichet unique pour limiter les différentes mains qui s'improvisent dans la manipulation
des importations ou des exportations. Et je suis heureux de vous annoncer que depuis que nous avons réactivé ce guichet unique intégral du commerce extérieur, il y a maintenant plus de 4000 opérations qui sont passées par là. Deuxième élément important, c'est la mise en place de ce qu'on appelle les postes frontaliers à arrêt unique. Désormais, nous allons l'installer à Kasumbalesa. Nous avons déjà commencé à Mahagi. Et nous allons les faire à Goma, à Kasindi, à Bunagana, parce que tout cela fait partie de notre pays, pour nous permettre que toutes les frontières aient en fait des postes à arrêt unique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les douaniers des deux pays frontaliers se trouvent d'un côté. Et quand vous avez rempli les formalités d'un côté de la frontière, vous n'avez plus à les remplir de l'autre côté de la frontière. Le véhicule sort immédiatement. Kitu kikubwa ambacho waziri mkuu ambaye ni mama Judith Suminwa ametueleza tufanye ni kwamba kwanza vitu vinavyoingia Kongo tuweze kuhakikisha ya kwamba havikuje kuharibisha uchumi wetu, kwa sababu tumetambua ya kwamba nchi zote ambazo zinatuzunguka kazi yao ilikuwa ni kuharibu uchumi, kazi yao ilikuwa ni kuua uchumi wetu. Ndio maana nimepewa mimi amri ya kuweza kusimamisha vitu vinavyotoka nje ambavyo vinakuja kusumbua uchumi wetu. Nimefanya hiyo mpango na Zambia, nimefanya hiyo mpango na Tanzania, nimefanya hiyo mpango na nchi zote za mashariki. Na kwa leo kufatana na ile, wafanyabiashara walioko ndani ya nchi ya kwetu wanaanza sasa kuuzisha vitu vyao kuvipeleka hata nje, na kwa sababu hawapate tena vitu ambavyo vinakuja kuwasumbua, na wanauzisha kama kawaida, wanapana kazi kwa wananchi na wanasaidia pia uchumi wa kwetu. Hiyo ni kitu cha kwanza. C'est sur cette intervention du ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaundia, qui prend fin ce journal. On vous rappelle les principaux titres. Inauguration ce lundi 9 juin du village du Congrès, un complexe moderne édifié sur 6305 mètres carrés en plein centre-ville de Kolwezi. C'est le chef de l'État Félix Tshisekedi qui l'a fait. Enfin, quel bilan dressé du gouvernement souminois 12 mois après son installation? Focus sur le ministère du Commerce extérieur. Et c'en est complètement terminé, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et bonne suite de programme sur votre télévision.